des étudiants avec des ordinateurs ouverts et puis on ne sait pas s'ils sont sur Facebook ou bien s'ils écoutent le cours, hein, donc c'est quand même comment on anime davantage le cours. Alors vous avez des outils que vous connaissez sûrement comme Vcast ou des choses comme ça qui permettent d'amener de l'interactivité, mais en tout cas il faut essayer d'amener ça pour que les cours soient plus stimulés, hein. Tout ce qui est plateforme en cours, donc là vous avez vous chez vous Moodle, nous aussi on a Moodle. La plateforme, je pense que c'est quand même un standard international. On voit que c'est développé dans beaucoup d'universités. C'est à peu près 10 000 cours qui sont déposés dans notre établissement et je dirais que 80% des enseignants utilisent la plateforme Moodle. Voilà. Et pour vous faire un petit comparatif, en France, il y a, peut-être vous connaissez l'université numérique en sciences de la santé, UNES, qui prépare l'examen classant pour tous les étudiants inscrits en médecine. Donc c'est les 8000 étudiants en santé, en médecine en France qui passent cet examen. Et la préparation ensuite de ces examens se fait aussi dans un environnement Moodle avec des QCM et des choses. Et là, c'est une plateforme nationale pour tous les étudiants. Et puis, bien sûr, tout ça, ça ne peut pas se faire si vous ne mobilisez pas des hommes et des femmes sur l'accompagnement des équipes pédagogiques. Là, on rentre dans une... Autrefois, on avait l'enseignant-chercheur d'un côté, les équipes en appui, et là, pour faire ces modules, je pense vraiment que c'est important de comprendre que c'est un travail d'équipe. L'enseignant-chercheur, il amène le contenu, il sait l'objectif qu'il veut atteindre. On a des personnels d'appui qui peuvent médiatiser les cours, qui peuvent être en force de proposition pour scénariser des cours et pour amener des choses auxquelles on ne pense pas quand on est enseignant. Et donc, à plusieurs, l'intelligence collective, ça amène souvent de belles réussites. Voilà. Alors, repenser les espaces, je vous ai dit que je fais un petit focus là-dessus. Hein, pour moi, c'est accompagner aussi dans le fait de faire des classes inversées, de faire des formations par projet. Il faut que nos espaces soient adaptés à ça. La flexibilité des lieux, eh bien, on fait un enseignement directif, on fait un enseignement par groupe. Il faut que dans le même cours, on puisse faire des usages différents. Et puis, on doit développer les pratiques collaboratives. Alors, je vous ai donné juste des petits exemples d'évolution d'espaces qui ont été faits à Panthéon, à Assas, à Paris, à Durham, en Angleterre, à Birmingham, où donc on voit bien que l'aspect travail coopératif est important pour les étudiants. Et là, c'est des réalisations qu'on a fait à l'université. Donc, tout en haut, c'est une salle sur des chaises mobiles et qui permet à l'enseignant, donc on est plutôt là dans des formations SHS, hein, sciences humaines et sociales, où on a besoin de changer beaucoup de formats pendant le cours. Le format du dessous, c'est une officine virtuelle, donc c'est en faculté de pharmacie où les étudiants apprennent à utiliser les logiciels présents dans les pharmacies avant d'être en stage dans ces lieux-là. Et donc ça a été donc la pharmacie, elle a été faite en partenariat avec des fournisseurs de logiciels, donc elle a été financée comme ça. Et là, je vous ai donné un petit peu un kaléidoscope des réalisations qui ont été faites dans l'établissement, donc qui sont de nature très différente en fonction des besoins exprimés par les composants. Et on a des choses dans les bibliothèques, dans les composants. L'idée est venue des collègues. C'est pas ce qu'on a amené du central, c'est du budget, donc c'est déjà une première étape, un accompagnement des équipes pédagogiques. Mais l'idée et la suggestion d'espace est bien venue des composantes qui ont fait part de leur souhait d'évolution d'un certain nombre de lieux. Voilà, donc on a des choses très différentes et tout le monde a répondu, que ce soit dans les sciences et techniques, la médecine, la pharmacie, le management, les écoles d'ingénieurs, les IUT. Donc on a à peu près 40 projets qui ont été réalisés avec ces 3 millions. Voilà. Donc, je vais maintenant passer rapidement sur le numérique en appui de la recherche. L'élément qui me semble majeur pour la recherche, mais de façon globalement, c'est aujourd'hui il faut mutualiser et faire une convergence des infrastructures. C'est, en tout cas, nous on a des directives nationales assez fortes et assez, oui, enfin en tout cas, sinon on n'a pas de financement, donc on peut dire que c'est assez fort, hein, pour aller vers de la convergence des infrastructures numériques. Donc, à l'Université de Lorraine, on a fait le choix de mettre en place un cloud qui permet aux laboratoires de disposer de machines virtuelles, de ne plus avoir à se soucier de l'achat de l'équipement serveur. C'est pas là où il y a la valeur ajoutée de la recherche, hein.
il faut que ces tâches-là, elles soient mutualisées au niveau de la direction du numérique, qui met en place pour les laboratoires, après vous trouvez le modèle économique, bien sûr, hein. Il peut y avoir un aspect gratuit au début, et puis après, enfin, pour une certaine offre, pas au début, une certaine offre gratuite, et après, s'il y a des choses trop spécifiques, parce qu'on a des laboratoires qui vont utiliser fortement les données, on peut faire payer, bien sûr. Aujourd'hui, on est dans cette volonté-là, on n'est pas arrivé au bout de notre travail. On a fortement fait disparaître toutes nos salles machines data center pour converger. Aujourd'hui, on n'a plus que 2 data centers et on a un projet d'aménagement d'un data center qui remplacera tous ceux qui existent et qui rassemblera dans le même espace les besoins de l'hôpital. Donc ce sera un projet commun avec le CHU, le centre hospitalier, la métropole et l'université et toutes les ce qu'on appelle les EPST, je sais pas si c'est le CNRS, l'INRIA, l'INRA, enfin voilà, les gens de la recherche. Toutes les instituts de recherche. Donc, pour le périmètre de la Lorraine, hein, d'accord, c'est pas. Et donc le président est très favorable à ce projet-là, les collectivités le soutiennent. Donc on va faire disparaître progressivement toutes les infrastructures. Donc, ça prend du temps, mais en tout cas, la ligne directrice, elle a été indiquée à tous les laboratoires, en conseil scientifique, partout, et donc tout le monde aujourd'hui est conscient de cette nécessaire évolution. On n'a pas non plus des ressources humaines qui sont pléthoriques, donc il faut optimiser tous nos moyens. L'autre sujet, c'est la construction d'un système de gestion de la recherche. C'est un sujet qui est traité au niveau national par la Direction générale de la recherche. C'est un sujet compliqué en France parce qu'on a beaucoup de structures millefeuilles entre les universités et les EPST, donc forcément il est compliqué à construire, hein. Et puis l'autre sujet, c'est l'accompagnement des équipes de recherche. On le disait tout à l'heure, il faut que laisser le chercheur, en tout cas et les équipes, se concentrer sur la valeur ajoutée, leur travail de recherche. Et donc tout ce qui peut être apporté directement par le numérique sans que les labos en sont souciés par la direction, on essaye de faire ainsi. Donc les systèmes d'enquête en ligne, de gestion des données, de publication, de sites web, il y a une offre de service pour les laboratoires qui est gratuite et qui est mis à disposition de tous les laboratoires. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'enjeu des données, mais je ne peux pas m'étendre dessus, mais c'est quand même, il y a un enjeu de conservation des données. Donc soit vous êtes inscrit dans des projets internationaux, des entrepôts internationaux, bon voilà, tout ce qui a lieu à l'espace, il y a des entrepôts internationaux, mais il peut y avoir une réflexion d'entrepôts de données nationales, Maroc, ou locales. En tout cas, il faut réfléchir du bon niveau de stockage des données de la recherche. Parce que ça peut aussi être des données qui peuvent être source de financement. Vous croisez ces données avec d'autres données, et peut-être c'est une start-up qui va faire le développement, peu importe, hein, il y a de la porosité, mais il y a des modèles à imaginer. Et ce que produit l'université, la science, la donnée, ça a de la valeur, il ne faut pas la laisser partir comme ça. Hein. L'e-administration, je ne sais pas combien de temps j'ai, donc je vite, hein. Mais ça a été évoqué pour l'université de la SEM2, mais il faut que vous mettiez un accent fort sur la dématérialisation des procédures pour vos étudiants. Mais vous avez déjà les inscriptions en ligne, vous avez déjà les candidatures de dématérialisation, la gestion des stages, c'est un sujet à dématérialiser, la gestion des bourses, s'il y a des bourses, je ne sais pas, enfin voilà, des choses comme ça. Essayez de dématérialiser tout ce qui coûte du temps et qui pourrait être plus facilement fait par le numérique. Il faut arriver à bien programmer dans les 5 années à venir toutes vos évolutions des systèmes d'information principaux. À quelle date changez-vous le logiciel de ressources humaines, de comptabilité, de formation, de tous ces patrimoines? Toutes ces choses-là, elles coûtent très cher pour l'établissement. Il faut bien les anticiper sur les 5 années à venir, savoir ce que vous privilégiez chaque année. En tout cas, nous, on a fait ça au niveau de l'Université de Lorraine après la fusion, parce que c'était un budget non négligeable à mobiliser. Et il faut que les collègues comprennent qu'il y a ce budget à mobiliser. Pourquoi on le mobilise? Parce qu'il faut harmoniser les procédures. Hein. Et puis, tenir compte aussi des retours des usagers. Jusque-là, souvent, l'informatique amenait une solution et il fallait un peu rentrer dans les fourches codines du logiciel et puis s'adapter. Il faut tenir compte aussi des retours à la fois des personnels, des enseignants-chercheurs, des étudiants, par rapport aux outils qu'on développe, hein, donc, ou qu'on achète. Hein.
Ce qui est important, vous êtes un établissement qui a fusionné, je ne sais pas où vous en êtes des procédures administratives, mais c'est sûr qu'il faut qu'elles soient, il faut s'efforcer de les harmoniser au niveau de l'établissement, de toute l'université. C'est un long travail, en tout cas pour l'avoir fait avec 4 universités, je peux vous dire que c'est parfois très difficile. Celui qui m'a posé le plus de difficultés, je ne sais pas, c'est harmoniser l'outil d'emploi du temps à l'échelle de toute l'université. Ça a donné lieu à des réunions compliquées, difficiles, mais maintenant, voilà, c'est le même logiciel d'emploi du temps pour tout le monde. Ça génère les heures complémentaires, ça génère les emplois du temps visibles sur le smartphone pour les étudiants, un outil qui est le même pour tout le monde. Enfin, ça permet de faire des services. Quand on a 10 logiciels d'emploi du temps, c'est compliqué. On ne va pas pouvoir faire 10 fois les choses. Hein. Et les étudiants, ils sont inscrits dans une UFR, mais ils font aussi des modules dans une autre. Les enseignants interviennent dans plusieurs UFR. Enfin voilà, il y a plein de raisons pour cette harmonisation, mais elle est difficile à faire. Voilà. Le SI de gestion, il va permettre de construire votre SI décisionnel. Ce que j'ai dit tout à l'heure, au début c'est avoir des indicateurs au niveau de l'établissement uniques et dont les données sont alimentées de votre système d'information et qui sont partagées par tout le monde. Tout le monde a compris comment ils étaient construits, comment ils sont calculés et avoir une certaine transparence de ces chiffres. Au début, on a tendance à pas vouloir montrer les chiffres parce que la fusion fait qu'il y a des choses qui peuvent être qui sont difficiles à expliquer, mais c'est l'histoire. Progressivement, au fur et à mesure de position de l'établissement, maintenant qu'il a 8 ans, c'est possible, on va vers une transparence des chiffres. Tous les directeurs de composantes ont accès à ces tableaux de bord qu'on a rendus visibles. Et au moins, maintenant, on peut discuter avec une base qui est connue. Après, on prend acte qu'un étudiant d'école d'ingénieur, il a 5 fois plus de budget qu'un étudiant de licence normale. Mais voilà, c'est pas forcément anormal. C'est pas tous les étudiants ne nécessitent pas les mêmes investissements par rapport aux moyens, mais au moins, ça devient partagé. Voilà, j'avais mis utiliser potentiellement ces données pour l'allocation des moyens. En tout cas, on s'appuie dessus dans l'établissement. Voilà. Là, c'est rapide, je ne connais pas assez la situation des universités marocaines, mais en tout cas, il me semble qu'aujourd'hui, même quand on est un gros établissement, et vous êtes un établissement de taille très importante, il n'empêche qu'il faut quand même regarder ce qui se fait autour de soi, dans son régional, national, et essayer de contribuer à des réalisations de produits nationaux. Par exemple, je peux vous donner l'exemple du logiciel. Aujourd'hui, on travaille à l'évolution d'Apogée, du logiciel de scolarité, l'université. Il y a eu au niveau national, on a recherché des logiciels sur étagère, qui étaient déjà vendus par des sociétés pour remplacer Apogée. Donc, finalement, après 2 ans d'études par l'AMU au niveau national, on est arrivé au constat qu'aucun logiciel existant ne convenait au modèle français, parce que le modèle français, c'est pas le modèle nord-américain, et que souvent les logiciels comme ça sont des logiciels canadiens ou américains, et ça ne convient pas à la formation française. Donc on a fait le choix, là, et c'est en cours actuellement, de co-développer avec plusieurs universités, plutôt des grosses universités, ce logiciel-là qui devra rentrer en production en 2020. Donc le successeur d'Apogée est en cours de construction par plusieurs universités. Certaines y apportent des ressources humaines en informaticiens, d'autres en experts de la pédagogie, de la formation. Et le logiciel sera un bien commun de partagé par les universités. Voilà. Je pense aussi qu'il faut essayer de... Donc ça, c'est un exemple de mutualisation. Bon, j'ai fait quand même un petit slide vert sur le numérique responsable, parce que on est montré du doigt comme étant des gens qui consomment beaucoup d'énergie et qui étant pour la planète pas très propre, pas très voilà. Bon, je pense qu'on essaye de minorer notre impact carbone, on va dire. Quand on fait converger les infrastructures, on minore notre impact carbone. On installe des data centers qui sont propres, donc qui ont un taux de PUE qui est inférieur à 1,6. On déploie des moyens de communication, et c'est sûrement un axe pour vous qui devrait être, à partir du moment où on est réparti sur plusieurs sites, eh bien c'est important de développer des moyens de conférence. Limiter les impressions, voilà, c'est quand même... 3 minutes. 3 minutes, ok. Ok.
Je vais aller vite. Les prérequis pour mener cette transformation, c'est une gouvernance du numérique, un plan d'action validé, un budget affecté et conforme aux ambitions. S'il n'y a pas de budget, c'est quand même compliqué. Des ressources humaines en nombre et adaptées qui soient là. Et puis des infrastructures numériques et solides. Ce volet des infrastructures numériques, ça a été évoqué avec vos besoins de connexion entre vos sites. C'est quelque chose qui est indispensable si vous voulez pouvoir construire des services solides. Si vos liaisons entre vos différents sites ne sont pas au bon niveau, vous aurez difficulté à construire un service unifié au niveau de l'établissement. Voilà. Donc je conclurai par là parce que je ne savais pas le temps qui m'était là. Donc, merci pour votre attention.